Il n'a jamais su dire adieu. Gérard Depardieu, l'homme des excès, des éclats de rire et des silences lourds, parle aujourd'hui d'un ami qu'il croyait immortel. Michel, lui, savait disparaître sans bruit. Ces mots, murmurés entre deux respirations, résument peut-être tout. La pudeur de Piccoli, l'impatience de Depardieu, deux forces contraires réunies par le même amour du jeu et du doute. Ils se sont aimés comme deux comédiens peuvent s'aimer, dans l'admiration, la rivalité et le secret. L'un cherchait la vérité par la retenue, l'autre par la démesure. Ensemble, ils ont traversé un demi-siècle de cinéma français, de Ferreri à Sauté, de Duras à Lecomte. Mais derrière l'écran, il y avait autre chose. Une fraternité silencieuse, presque paternelle, que peu ont comprise. Lorsque Michel Piccoli s'en est allé, en mai 2020, Gérard est resté muet. Pas un mot, pas une interview. Il a simplement envoyé une bouteille de vin rouge sur la tombe, sans étiquette. Un vin qui respire, disait-il. 4 ans plus tard, il accepte enfin de parler. Pas pour rendre hommage, mais pour combler un vide. Je ne voulais pas qu'on parle à ma place. La phrase tombe, sèche, sans effet. Elle dit tout de son rapport à la parole, à la mémoire, au repentir. Pourquoi maintenant ? Parce que le temps, dit-il, ne lui fait plus peur. Parce que, depuis la mort de Michel, il n'a plus joué de la même manière. Il me manque un regard. Ce documentaire, c'est celui d'un homme qui revisite sa propre histoire à travers celle d'un autre, celle d'un jeune lion devenu mythe et d'un sage devenu ombre, deux visages d'un même vertige. Dans les archives, leurs images se croisent. Cannes 1968, tournage de duo pour une soliste, dîner chez Duras. Toujours ce contraste. Michel, droit, calme, presque invisible. Gérard, massif, incandescent, imprévisible. Et pourtant, entre eux, une complicité presque filiale. Il m'a appris à respirer avant de parler. Une leçon simple, mais essentielle, qu'il n'a comprise qu'après la disparition de son ami. Aujourd'hui, à 75 ans, Depardieu ne cherche plus à séduire ni à se défendre. Il parle de Piccoli comme on parle d'un miroir qui vous a longtemps observé sans rien dire. Quand il me regardait, je savais que je pouvais être vrai. Mais alors, que reste-t-il de ces années partagées ? Que s'est-il vraiment passé entre ces deux géants du cinéma ? Et pourquoi Gérard Depardieu a-t-il attendu si longtemps avant de briser le silence ? Ils ne se sont pas reconnus tout de suite. C'était à la fin de 1972, dans les couloirs feutrés des studios de Boulogne. Depardieu, 24 ans, sortait tout juste du TNP et du film Les Valseuses, encore en montage. Piccoli, lui, enchaînait les tournages. La grande bouffe, les choses de la vie. Déjà auréolé de cette aura d'acteur inaccessible, qui observait le monde avec une distance presque philosophique. Gérard se souvient, je l'avais croisé devant la loge de Ferreri. Il m'a regardé, pas comme un grand acteur regarde un petit jeune, non, comme quelqu'un qui se demande « qu'est-ce qu'il cherche ?» Ce jour-là, rien ne s'est vraiment passé. Pas de poignée de main solennelle, pas de mots flatteurs. Juste un silence étrange suspendu, comme un rendez-vous différé. Quelques mois plus tard, Ferreri les réunit pour un projet audacieux. Touche pas à la femme blanche. 2 hommes, 2 énergies, 2 manières d'habiter la folie. Le plateau devient un champ d'expérimentation. Piccoli travaille dans la nuance, Depardieu dans l'instinct, Ferreri, malicieux, laisse faire. Je regardais Michel jouer, raconte Gérard. Il ne faisait presque rien et pourtant, tout était là. Moi, j'étais comme un taureau dans une boutique de cristal. Et Piccoli, des années plus tard, confiera à un journaliste du Monde. Depardieu m'effrayait un peu. Il portait en lui quelque chose de brut, d'animal, mais aussi une sorte de grâce maladroite. Ce fut le début d'une relation faite de curiosité et de respect. Piccoli l'invite un soir chez lui, boulevard Raspail. Sur la table, du vin, du fromage, des silences. Gérard, impressionné, ne sait pas quoi dire. Michel, lui, pose des questions simples. Tu lis ? Tu aimes quoi ? Tu dors bien ? Ces questions banales deviendront la base d'un lien, la parole rare, l'écoute profonde. À cette époque, le cinéma français se réinvente. Les metteurs en scène cherchent de la vérité, le désordre, l'émotion nue. Depardieu incarne cette génération sans code. Piccoli, celle des maîtres qui doutent encore. Entre eux, une forme de transmission s'opère, sans jamais se nommer. Lorsqu'ils se retrouvent sur le tournage de Dites-lui que je l'aime, 1977, le contact est évident.
Claude Miller observe. Ils n'ont pas besoin de se parler. L'un respire quand l'autre se tait. Pour Depardieu, Piccoli devient un repère. Il me calmait sans me juger. Quand je m'énervais, il me disait « Respire Gérard, laisse venir ». Cette phrase « laisse venir » reviendra souvent dans la bouche de Gérard, comme une prière. C'est sur ce tournage qu'il comprend qu'il ne s'agit plus seulement de cinéma. Michel Piccoli devient, sans le savoir, une sorte de boussole intérieure. L'homme qui lui rappelle que jouer, c'est avant tout écouter. Dans les archives sonores de l'INA, on entend Piccoli dire en 1978 « Je me méfie des acteurs qui veulent prouver ». Gérard, lui, ne prouve rien, il se jette. Cette phrase, Depardieu ne l'apprendra que bien plus tard, en écoutant d'une cassette envoyée par un journaliste. Il y reconnaît la voix de Michel, calme, posée, bienveillante. Il pleure, seul, en silence. Leur première collaboration marque aussi le début d'une complicité publique. Festival, interviews, débats télévisés. On les voit côte à côte, 2 générations, 2 regards sur le métier. Piccoli parle d'art comme d'une responsabilité, Depardieu comme d'une respiration. Et pourtant, l'un comme l'autre cherchent la même chose, être vrai, au moins une fois par prise. Gérard dira « J'avais trouvé en lui un frère plus vieux, quelqu'un qui savait quand il fallait se taire. » Mais derrière ces rencontres, une tension grandit déjà, celle du disciple qui cherche à se libérer du maître, et du maître qui redoute de devenir un modèle figé. Les années qui suivent seront celles du succès, des tournées, des récompenses. Mais cette première rencontre, discrète, presque muette, reste le point d'origine. C'est là que tout s'est joué. Dans un regard, un silence, une promesse que ni l'un ni l'autre n'ont jamais formulée. Les années 80 furent pour eux une apothéose, mais aussi un piège doré. Depardieu devient le symbole d'une France populaire, excessive, généreuse, capable d'être sublime ou triviale dans le même souffle. Piccoli, lui, incarne la mémoire du cinéma d'auteur, le doute élégant, la lenteur maîtrisée, la gravité tranquille. 2 visages d'un même art, 2 manières d'habiter la lumière. En 1941, ils se retrouvent à Cannes. Depardieu vient présenter Le Dernier métro de Truffaut. Piccoli, Série noire de Corneau. Ils se croisent dans un couloir de l'hôtel Majestic. Michel, en costume clair, l'air détaché. Gérard, cheveux en bataille, chemise ouverte. Alors, le jeune homme fait encore trembler les plateaux. « Et vous, le vieux lion, vous dormez quand ?» Un éclat de rire, une tape sur l'épaule, et déjà les photographes s'approchent. Ce sera la dernière image où ils sourient ensemble sous les flashs. Leur amitié se nourrit de contrastes. Michel aime l'ordre, Gérard le chaos. Michel doute avant d'agir, Gérard agit avant de penser. Et pourtant, sur un plateau, leurs univers se rejoignent. Le silence de l'un répond à la fureur de l'autre. Claude Berry, qui les dirige dans Je vous aime, 1980, confiera « Entre eux, il y avait une tension électrique. Pas de conflit, mais une sorte d'attention absolue. Ils se sentaient. Depardieu, à cette époque, tourne sans pause. Danton, le retour de Martin Guerre, Police, Les Compères. Il est partout, dans chaque salle, sur chaque affiche. Piccoli, lui, continue de surprendre. La diagonale du fou, La belle captive, Une étrange affaire. Il avance avec la patience d'un moine, loin des projecteurs. Et pourtant, chacun regarde l'autre. Dans un entretien en 1983, Michel déclare « Gérard est la liberté que j'ai toujours cherchée. » Et Depardieu, quelques mois plus tard, « Piccoli, c'est le calme que je n'aurai jamais. » Dans les années de gloire, ils s'écrivent souvent de courtes lettres, parfois juste une phrase. Michel, ne te perce pas dans l'agitation. Gérard, l'agitation, c'est ma manière de tenir debout. Ces échanges resteront privés, presque secrets, retrouvés plus tard dans les archives personnelles de Depardieu. De simples bouts de papier tachés de vin ou de café, mais pleins de tendresse. En 1984, ils se retrouvent à nouveau, cette fois sur un plateau de télévision. Émission en direct. Piccoli parle de politique, Depardieu de liberté. Le ton monte, légèrement. Michel dit calmement « On ne se libère pas en criant, Gérard ». Et Depardieu réplique « Rieur ». Non, mais en vivant, le public rit. Derrière le sourire, on sent poindre quelque chose de plus profond. Le fossé entre 2 âges, 2 manières d'être au monde. C'est aussi à cette époque que Depardieu commence à dériver, à se perdre dans sa propre célébrité. Le succès devient une prison invisible. Il multiplie les films, les excès, les voyages. Piccoli observe de loin. Il ne juge pas, mais s'éloigne un peu. Il me regardait comme un père fatigué de son fils, dira Gérard.
Dans une lettre datée de 1986, Michel lui écrit « Le talent ne suffit pas. Il faut apprendre à se taire sans disparaître. » Depardieu gardera cette phrase dans son portefeuille pendant des années. Pour le public, il reste deux figures complémentaires. L'un incarne la chair, l'autre l'esprit. L'un brûle, l'autre veille. Et pourtant, sous cette harmonie apparente, un déséquilibre se creuse. Gérard commence à refuser les films qu'on lui propose avec Piccoli. Il dit qu'il veut changer d'air. Mais la vérité, c'est qu'il ne veut plus être vu à travers lui. J'avais peur de n'être qu'un reflet dans son regard, confiera-t-il plus tard. Piccoli, de son côté, comprend le mouvement. Il le laisse partir. Il devait grandir seul, dira-t-il sobrement dans une interview à Télérama. Leur lien se transforme alors en une amitié discrète, presque souterraine. Quelques appels, des dîners rares, des silences longs. Quand ils se retrouvent par hasard dans un festival ou une cérémonie, tout se joue dans un regard, la reconnaissance, la nostalgie, l'affection qui ne dit pas son nom. Ces années furent fastes, brillantes, mais aussi cruelles. Chacun atteint ce que l'autre désirait sans jamais pouvoir le partager. Le succès, comme souvent, les a rapprochés pour mieux les éloigner. Et derrière le vacarme des applaudissements, une question grandit, silencieuse. Jusqu'où peut-on admirer quelqu'un sans s'y perdre soi-même? Mais alors, que s'est-il passé? Comment deux hommes qui s'étaient compris sans mots en sont-ils venus à s'éviter sans raison? La réponse n'est pas simple. Elle ne se trouve ni dans un film, ni dans une querelle. Elle s'est glissée, peu à peu, dans le rythme de leur vie. Depardieu, devenu monstre sacré, tournait plus vite qu'il ne vivait. 3, 4 films par an. Des voyages, des banquets, des colères. Piccoli, lui, se retirait du tumulte. Il choisissait ses rôles, parlait moins, lisait plus. L'un brûlait encore, l'autre se refroidissait déjà. Pourtant, il s'écrivait toujours. Des messages courts, souvent tendres, parfois agacés. « Tu ne te poses jamais ?» écrivait Michel. « Si, quand je dors debout », répondait Gérard. Et derrière ces mots, un décalage grandissait, celui de deux hommes qui n'avaient plus le même rapport au temps. Le premier vrai éloignement arriva en 1991, sur le tournage de Merci la vie de Bertrand Blier. Depardieu y retrouve une partie de l'équipe de ses débuts. Piccoli passe brièvement saluer. Gérard, fatigué, nerveux, le reçoit froidement. « Il m'a parlé comme à un inconnu », racontera Michel plus tard. Ce soir-là, à la table du dîner, il dit simplement « Je crois qu'il est devenu un personnage qu'il ne contrôle plus ». Personne ne répond. Le silence s'installe, lourd, respectueux. Mais alors, était-ce une jalousie, une incompréhension, une lassitude? Peut-être un peu de tout cela. Piccoli voyait en Depardieu une force brute, presque dangereuse, un feu qu'il avait peur de voir s'éteindre. Et Gérard voyait en Michel un miroir trop lucide, celui qui sait avant vous que tout passe. Les fissures n'étaient pas visibles. Elles s'entendaient, parfois, dans la façon dont ils parlaient l'un de l'autre. Dans une émission de radio en 1993, Piccoli dit « Gérard est un génie qui se cherche encore. J'espère qu'il ne se trouvera jamais. » Une phrase belle mais ambiguë. Depardieu la prendra comme une pique. « J'en ai marre qu'on parle de moi comme d'un animal qu'on observe. » Lâchera-t-il dans Libération. Le ton change. L'admiration devient tension. Ce soir-là, justement, il téléphone à Michel. Personne ne décroche. Il laisse un message court. « Si tu veux me parler, parle-moi, pas aux journalistes. » Michel ne rappellera pas. « J'ai préféré le silence », dira-t-il simplement des années plus tard. Ce fut la fin de leur correspondance. Pourtant, la tendresse restait là, tapie sous les blessures. Lors d'un festival à Locarno, ils se croisent de nouveau. Michel marche lentement, Gérard arrive entouré de journalistes. Ils se regardent. Quelques secondes suspendues. Pas de mots, pas de gestes. Puis chacun reprend sa route. Un photographe immortalise la scène. Deux silhouettes séparées par la lumière. Leurs vies suivent alors des chemins opposés. Piccoli s'oriente vers le théâtre, la sobriété, les textes rares. Depardieu se perd dans le bruit du monde affaires, scandale, voyage, vigne, fuite. Mais dans chaque interview, même quand tout semblait les diviser, Michel glissait son nom. Gérard, c'est la vie en excès, et j'aime la vie, même quand elle déborde. C'était sa manière de dire qu'il ne lui en voulait pas. Pour Gérard, en revanche, la blessure restait ouverte. Il dira à un ami « Je l'ai déçu, je le sais. Et moi, je ne supporte pas de décevoir ceux que j'aime. » Mais il n'appellera jamais. Par orgueil peut-être, par pudeur sûrement. Ce soir-là, un soir d'hiver à Paris, 1998, Depardieu dîne seul dans un restaurant du 7e. On lui apporte un verre de vin. Sur la nappe blanche, il dessine un visage, celui de Michel, reconnaissable à sa moustache fine. Il reste là longtemps, sans boire. Quand le serveur lui demande «
Vous attendez quelqu'un ? Il répond « Non, mais il me manque quelqu'un. » Les fissures, parfois, ne viennent pas des colères, mais du silence. Entre eux, il n'y eut ni rupture, ni trahison. Juste une lente dérive, presque naturelle. Comme deux astres qui, après avoir tourné longtemps ensemble, finissent par suivre leur orbite propre. Et pourtant, quand Michel Piccoli recevra, des années plus tard, un prix pour l'ensemble de sa carrière, il remerciera les acteurs qui m'ont donné envie de rester curieux. Parmi eux, il citera un seul nom, Gérard, sans nom de famille. Comme on parlerait d'un frère qu'on n'a jamais cessé d'aimer. Ce n'est pas un cri qui les a séparés. C'est un silence si lourd qu'il a fini par remplacer la voix. Les années 2000 arrivent, et avec elles, la fatigue. Gérard tourne encore, trop peut-être. Cyrano, Balzac, Vidocq, Mammut. Il court d'un plateau à l'autre, comme pour fuir quelque chose qu'il ne veut pas nommer. Michel, lui, ralentit. Il vieillit avec élégance, joue Tchekhov, se consacre à sa femme, à sa maison du Var, à la peinture. Deux rythmes différents, deux façons d'affronter le temps. Pourtant, le lien n'est pas tout à fait mort. Un jour, un journaliste de France 2 propose une émission hommage, un dialogue entre deux générations d'acteurs. Piccoli accepte, Depardieu hésite. Finalement, il refuse. Je ne veux pas faire semblant de rire avec quelqu'un que j'aime. C'est brutal, mais sincère. Et derrière cette phrase, il y a déjà tout. La peur du faux, la honte de l'émotion. Mais alors, le fossé devient abîme. Les années passent. Il ne s'appelle plus. Les rares lettres restent sans réponse. Michel dira un jour « Je n'attends rien des gens que j'aime ». Une phrase douce mais tranchante. Gérard, en l'entendant, sourira tristement. Il dit ça pour ne pas souffrir. Et puis vient le drame. En 2006, Michel est victime d'un accident domestique. Chute légère mais sérieuse. Hôpital, quelques semaines de repos forcé. Depardieu apprend la nouvelle dans un article de presse. Il appelle une fois, deux fois. Personne ne répond. Il envoie un mot court. « Je pense à toi, vieux lion ». Pas de réponse. Ce sera leur dernière tentative de contact. À partir de là, tout s'enferme dans le non-dit. Gérard, souvent interrogé, esquive le sujet. Piccoli, c'est un homme que je respecte trop pour en parler à la légère. Mais ses yeux disent autre chose. Dans ses interviews, il se trouble, se perd, détourne le regard. Comme si, en parlant de Michel, il craignait de se regarder lui-même. Pourtant, un soir, en 2010, sur le tournage de La Tête en friche, quelque chose le frappe. Le texte parle d'un vieil homme cultivé et d'un colosse illettré. En jouant, Gérard pense à Michel. C'était lui, le vieux, et moi, le gamin qui ne savait pas lire la vie. Il finira le tournage bouleversé, incapable de parler à l'équipe. Dans sa loge, il écrira une phrase sur un carnet. Je joue avec ces mots, mais je ne lui ai jamais dit merci. Ce soir-là, il comprend que la rupture n'est plus entre eux deux, mais entre ce qu'ils furent et ce qu'ils sont devenus. Leur amitié n'a pas explosé, elle s'est dissoute, comme le vin qui s'évapore dans le fond d'un verre oublié. Puis vient la maladie, lentement, silencieusement. Piccoli s'efface du monde médiatique. On ne le voit plus. Ses proches parlent d'une fatigue, d'un retrait choisi. Gérard, lui, refuse d'y croire. Michel ne se retire pas, il observe. Mais en 2015, il reçoit un message d'un ami commun. Il ne reconnaît plus grand monde. Cette fois, Depardieu ne dit rien, pas un mot. Il prend sa voiture et roule vers le sud. Arrivé à la grille de la maison du Var, il reste longtemps assis. Il ne descend pas. Il regarde la lumière tomber sur la mer, puis repart. Il ne le reverra jamais. Ce soir-là, à l'hôtel, il commande une bouteille de vin. Il boit lentement, sans bruit. Puis il murmure « C'est moi maintenant qui n'ai plus rien à dire. C'est ça, la rupture. Pas un scandale, pas une dispute. Juste deux solitudes qui se reconnaissent et s'éloignent, faute de pouvoir se sauver. » Depardieu dira plus tard « J'aurais voulu lui dire que je l'aimais. Mais Michel n'aimait pas les mots d'amour. Il préférait les regards. Alors j'ai continué à le regarder, même de loin. Et puis, le 12 mai 2020, la nouvelle tombe. Michel Piccoli est mort. Gérard apprend la nouvelle à la radio, seul dans sa cuisine. Il ne pleure pas. Il reste immobile, le regard vide. J'ai entendu sa voix dans le silence. Le lendemain, il enverra une caisse de vin à la famille, sans mots, sans carte. Sur le bouchon de la première bouteille, une seule inscription au feutre. « Merci Michel ». Après la mort de Michel, Gérard n'a pas parlé tout de suite. Pas un mot, pas une déclaration, rien. Les journaux l'ont cherché, les caméras ont attendu. Il est resté muet. Ce n'était pas le moment de parler. Et peut-être, au fond, ne le sera-t-il jamais vraiment. Les semaines qui suivent, il s'isole. Il quitte Paris, part dans sa maison d'Anjou. Le téléphone sonne,
il ne décroche pas. Il dit à un ami, quand quelqu'un que tu aimes s'en va, tu comprends que le bruit du monde ne sert plus à rien. Il passe ses journées à marcher dans les vignes, à parler tout seul. Un jour, un voisin l'entend murmurer. Il me manque son silence. C'est là, dans cette solitude, que les souvenirs remontent. Pas les grands moments, pas les tournages, pas les festivals. Non, ce sont des détails qui reviennent. La main de Michel sur une table, son rire discret, sa manière de lever un sourcil avant de répondre. Des choses que la mémoire n'avait jamais filmées, mais que le cœur a conservées. Un soir, Gérard regarde une vieille cassette, Les choses de la vie. Il dit qu'il l'avait oubliée. En réalité, il l'évitait. Ce film, c'est lui tout entier. Le calme avant le désastre. Il s'assoit, regarde sans bouger. À la fin, il éteint la lumière et reste dans le noir. Et il murmure comme à un fantôme. « Tu jouais mieux que moi, vieux, mais tu vivais moins fort. » Pourtant, peu à peu, la colère retombe. Il recommence à parler de Michel, timidement, dans les coulisses d'une émission, dans un dîner entre amis. Pas d'hommage officiel, pas de discours, juste des fragments. Tu sais, Piccoli, il m'a appris à respirer. C'est lui qui m'a montré qu'on pouvait être grand sans se montrer. Chaque phrase est comme un pardon qu'il s'accorde à lui-même. Et puis, en 2022, on l'invite à un festival pour une rétrospective Depardieu-Piccoli. Il hésite, puis accepte. Sur scène, les images défilent. Touche pas à la femme blanche, je vous aime, la diagonale du fou. Gérard regarde, silencieux. Le public attend une anecdote, un rire, une émotion. Il se contente de dire « J'ai eu la chance de jouer à côté de la sagesse ». Puis il s'arrête, long silence. Et je ne l'ai compris que trop tard. Applaudissements. Mais lui, il n'entend rien. Les années qui suivent, il écrit de plus en plus. Pas des livres, des carnets. Sur la première page, toujours la même phrase. « Michel, tu étais ma respiration ». Il les garde dans une boîte en bois, sans titre, sans signature. Il dit « Ce ne sont pas des mémoires, ce sont des remerciements ». Certains soirs, il relit leurs lettres. Il sourit. Il relit cette phrase de Piccoli « Le talent ne suffit pas. Il faut apprendre à se taire sans disparaître ». Et cette fois, il la comprend enfin. C'est ça qu'il faisait, Michel. Il se taisait pour mieux rester. Mais alors, comment vit-on après avoir perdu celui qui vous avait appris à exister ? Depardieu répond sans se détour. On apprend à parler plus lentement, à respirer pour deux. Cette phrase prononcée dans un documentaire bouleverse ceux qui la découvrent, parce qu'elle dit tout, la perte, le regret, mais aussi la continuité. Dans sa maison, il garde une seule photo, pas d'autographe, pas d'affiche, pas de trophée. Juste une photo en noir et blanc. Michel, assis, regard tourné vers la fenêtre. Sous la photo, une note au crayon. Lui, c'était le silence qui m'écoutait. Il ne cherche plus à effacer le passé, il s'en nourrit. Sur les plateaux récents, les réalisateurs le disent plus calme, plus précis, presque apaisé. Il ne cherche plus à impressionner. Il écoute. Il laisse des silences, comme des hommages secrets. « J'entends encore sa voix », dit-il. Pas ses mots, mais sa manière de se taire. Dans un entretien rare, il confie. « J'ai compris qu'il ne m'en voulait pas. Parce qu'au fond, il m'avait déjà pardonné avant même que je le déçoive. Et quand on lui demande ce qu'il lui dirait aujourd'hui, s'il le pouvait, il répond « Rien, je m'assiérais à côté. » Et on se tairait. Après la tempête, il reste la mer calme, immense, un peu vide. Mais dans ce silence, Gérard Depardieu a retrouvé quelque chose qu'il croyait perdu. La paix d'un homme qui, enfin, écoute. Il a fallu attendre longtemps pour qu'il parle. Trop longtemps, peut-être. Mais un jour, au détour d'une interview enregistrée dans un petit studio parisien, Gérard Depardieu a enfin accepté de poser des mots sur ce qu'il gardait depuis des années. Sa voix est basse, rauque. Il ne cherche plus à séduire, ni à s'expliquer. Ce que je vais dire, je ne l'ai jamais dit. Même à lui. La caméra tourne. Il regarde droit devant lui, sans artifice. Avec Michel, j'ai compris ce que c'était la peur. Pas la peur du public, ni de rater un rôle. Non, la peur d'être vu. Il s'interrompt. Il voyait tout. Il me regardait comme un père regarde son fils, mais sans indulgence. Et moi, je ne supportais pas ça. J'avais besoin qu'on m'aime, pas qu'on me comprenne. Silence. Le journaliste ne dit rien. Gérard reprend, lentement. Quand il est mort, j'ai compris que c'était lui qui m'avait tenu debout toutes ces années. Sans lui, j'ai commencé à tomber, doucement. Ce n'est pas une confession de faute, ni un mea culpa. C'est une reconnaissance tardive. Une façon de mettre des mots sur une affection que ni l'un ni l'autre n'avaient su nommer. Michel, c'était mon repère. Quand il entrait dans une pièce, tout s'apaisait. Moi, je suis le contraire du calme. J'avais besoin de lui pour respirer. Il rit doucement. C'est idiot, hein ? On passe sa vie à fuir ce dont on a besoin. Mais alors, pourquoi parler maintenant ? Il répond presque dans un souffle.
parce que le silence ne me protège plus. Il m'éloigne de lui. Et je ne veux pas qu'il disparaisse une deuxième fois. Ces mots-là, Gérard les prononce sans émotion visible. Mais sa voix tremble légèrement. Derrière la carapace, on sent l'homme fatigué, celui qui a trop vécu, trop bu, trop crié, et qui, enfin, choisit de se taire autrement. Il raconte un souvenir qu'il n'avait jamais évoqué. Un jour, sur un tournage, j'étais furieux. J'ai balancé ma chaise, crié sur tout le monde. Et Michel est venu. Il ne m'a pas parlé. Il s'est juste assis à côté de moi. 10 minutes, 15 peut-être, sans un mot. Puis il m'a dit « Tu vois, quand tu te tais, tu existes encore ». Il marque une pause. Cette phrase m'a sauvé plus d'une fois. Il sourit, puis son regard se trouble. J'aurais voulu lui dire merci, mais je ne savais pas comment. Alors j'ai fait ce que je faisais de mieux. J'ai joué. Et chaque fois que je retenais une colère, c'était un peu pour lui. La caméra reste fixe, le temps semble suspendu. Vous savez, dans ce métier, on joue souvent pour se cacher. Mais avec Michel, j'avais l'impression qu'on jouait pour se montrer. Il était nu, sans défense, mais jamais faible. C'est ça, la force. Pas le volume, pas la rage, le silence. Il ferme les yeux. J'ai passé ma vie à parler trop fort. Maintenant, j'aimerais apprendre à me taire comme lui. Cette phrase résonne comme une épitaphe inversée, non pas pour celui qui est parti, mais pour celui qui reste. Le journaliste lui demande doucement « Vous lui pardonnez ?» Il réfléchit. Long silence. « Non, ce n'est pas à lui que je devais pardonner, c'est à moi. » Puis, presque en chuchotant, « Je l'ai aimé, ce type. Mais je l'ai aimé mal, comme on aime un frère qu'on veut battre, comme on aime un père qu'on veut dépasser. Et maintenant, je comprends, on ne dépasse jamais la tendresse. On la retrouve plus tard, quand il est trop tard. » Il baisse les yeux. La lumière du studio est douce. J'aimerais qu'il m'entende juste une fois. Qu'il sache que tout ce que je fais maintenant, c'est pour qu'il soit encore un peu là. Et d'une voix presque inaudible. Je ne suis pas triste. Il m'a laissé son silence. Et dans ce silence, j'existe encore. Un dernier plan. Gérard reste immobile, le regard vide. La caméra se coupe. Mais lui ne bouge pas. Comme s'il écoutait encore quelque chose que personne d'autre n'entend. Aujourd'hui, il ne cherche plus les mots. Il marche, simplement. Dans les allées d'un jardin du Val-de-Loire, une main dans la poche, l'autre sur le ventre, comme pour retenir quelque chose à l'intérieur. À 75 ans, Gérard Depardieu n'est plus dans la conquête. Il est dans l'écoute, dans le calme après le tumulte. « Michel m'a appris à disparaître sans fuir », dit-il. Et cette phrase, prononcée avec un sourire fatigué, résume tout. Car au fond, il ne s'agit pas de mort, ni de nostalgie, mais de présence. Une présence qui ne fait plus de bruit. Sur la table de sa cuisine, il garde encore cette photo. Michel assis, les mains croisées, le regard tourné vers quelque chose qu'on ne voit pas. À côté, une bouteille de vin à moitié vide, un verre jamais vidé. Chaque matin, il la regarde, sans y toucher. « Il m'attend encore », murmure-t-il parfois. Le temps, lui, continue sa route. Les journaux ne parlent plus d'eux. Les hommages se sont tus. Les films repassent à la nuit sur des chaînes que plus personne ne regarde. Mais pour Gérard, Michel n'est pas un souvenir de cinéma. Il est ce souffle discret qui lui rappelle, à chaque tournage, qu'il faut respirer avant de dire. On dit souvent que les acteurs meurent 2 fois, quand le public les oublie et quand le silence les recouvre. Pour Depardieu, Piccoli ne connaîtra ni l'un ni l'autre. Tant que je parle de lui, il n'est pas mort. Mais il ne parle pas fort. Il chuchote, presque pour lui-même. Dans les moments de solitude, il réécoute les vieilles bandes sonores de tournage, les prises ratées, les éclats de rire, les silences entre 2 scènes. Parfois, on entend la voix de Michel, lointaine, paisible. « On l'a refait, Gérard ?» Et alors, il sourit, il ferme les yeux. « Oui, Michel, on l'a refait. Les années l'ont alourdi, mais adouci. » Il ne se bat plus contre l'image qu'on a faite de lui. Il dit « Avant, je jouais pour qu'on m'aime. Maintenant, je joue pour dire merci. » Et chaque merci, c'est à lui qu'il l'adresse, à ce frère d'ombre et de lumière, à ce complice muet qui lui a appris la mesure dans l'excès. Le soir, quand la maison s'endort, il lui arrive encore d'écrire. Des mots courts, simples. « Je t'écoute. Tu serais fier. Je n'ai plus peur. » Des phrases qu'il ne relira jamais. Il les glisse dans une boîte en fer, à côté d'une vieille montre que Michel lui avait offerte. La trotteuse ne fonctionne plus. Mais Gérard aime ce tic-tac absent. C'est le silence qui avance. Dans les derniers plans du documentaire, on le voit marcher seul dans les vignes, le visage apaisé, les épaules lourdes mais droites. Pas de musique, seulement le vent, le bruit des pas dans la terre,
le souffle d'un homme qui continue. Le narrateur dit simplement « Il n'a pas perdu un ami, il a retrouvé un silence. » Et sur la table, il reste une photo, noir et blanc, légèrement froissée. Le temps, lui, ne dit plus rien.